Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter panafricain, le dernier de l'année, l'ultime Goûter panafricain de 2022. On est vraiment ravis de vous retrouver. Ça fait un moment qu'on n'a pas posté et on s'est dit, on est obligé avant de terminer l'année de vous fournir un magnifique podcast. Et ce soir, la date, là, on est le 31 décembre. Ce soir, je suis accompagné de la fine équipe. On va commencer tout de suite par notre globe-trotteur de l'équipe. Aton, comment tu vas, Aton? Il court tout le temps. Ce soir, on a rendez-vous pour tester. On va parler de choses tristes, mais en même temps, je vais parler de choses gaies, parce que Otep à tous, déjà d'une part, à tous nos auditeurs. Et puis, on va parler de choses tristes et aussi de choses gaies, parce que je vais découvrir un restaurant nouveau et on va donner de la force à ce restaurant-là. Donc voilà, je suis parti là-bas. Restaurant de la communauté? Ouais, toujours. Toujours, on va faire découvrir avec des images sur Insta et des images sur WhatsApp. À tout à l'heure. Merci beaucoup à toi. Juste en bas, c'est Hachem Soud, notre invité mystère. Comment tu vas, Hachem Soud? Bonjour à tous, bonjour à Thomas. Merci encore une fois de me proposer de débattre sur l'année qui va se clôturer ce soir. Donc demain plutôt. Bonjour Thibaut Oubou, président africain du monde. Bonjour Aton, qui va nous rejoindre tout à l'heure. C'est très très bien qu'on puisse effectivement débattre sur l'année écoulée. Merci beaucoup. Parfait. Et voilà, tu l'as présenté, notre président d'Africain du monde, Thibaut Oubou, qui a le sourire. Comment tu vas, Thibaut? Eh oui, Thomas, je vais très très bien. Merci encore pour ton dynamisme. Et je pense que comme toutes les fins d'année, il va falloir faire un peu un point sur tout ce qui s'est passé, sur ce que nous-mêmes nous avons fait, voir un peu ce qui est le plus important pour nous, ce qu'on retient, ce qu'on continue et éventuellement ce qu'on laisse tomber. Donc c'est vraiment une belle émission. Donc je salue Adjessou, la reine des reines, notre grande... Attends, le mystère, toujours dynamique, toujours en mouvement. Et puis Thomas. Merci à toi. Voilà, on est là, on est ensemble. Merci beaucoup l'équipe. Donc comme disait Thibaut, c'est le moment de faire le point de l'année 2022. Sachez aussi que pour nous, ça va faire bientôt, ça fait un an que Goûter panafricain existe, un an et quelques mois. Donc notre chaîne commence à grandir de plus en plus. On vous remercie bien sûr toutes et tous, les abonnés, d'être venus dans la communauté et de laisser des commentaires. Donc merci à vous. On cherche toujours à grandir un peu plus. Donc aidez-nous à atteindre ces 2000 abonnés. Parlez-en autour de vous de la chaîne qui est consacrée au panafricanisme et à la communauté noire. Et donc ce soir, c'est le bilan. C'est le bilan de l'année 2022. Il y a eu beaucoup de faits marquants. Ça va être un podcast tour de table, comme d'habitude, freestyle, où les intervenants vont vous parler des faits qui les ont marqués sur cette année 2022. Donc il y a plusieurs sujets. Et on peut parler de Doumbé Fakoli, Omotunde, le Mali, les migrants en Espagne, ce qui s'était passé là, à Melilla. Il y a eu beaucoup d'événements. Comme a dit Aton, il y a eu des événements tristes. On peut aussi parler d'événements aussi qui ont été joyeux. Je vais laisser commencer par Aton qui va nous parler de son bilan de l'année 2022 et les faits marquants et ce qu'il en pense de ce qui s'est passé sur cette année. Est-ce que c'était une belle année? Est-ce que c'était une année au contraire triste? Je vous laisse la parole. Je te laisse la parole en premier, Aton. Moi, je vais parler plutôt d'une année de combat où on prend conscience que le combat va être compliqué. Moi, je vais parler d'Omotunde, bien sûr, qui nous laisse vraiment un héritage vraiment magnifique. Encore une fois, que son caisse individué, qu'il puisse baigner dans les eaux primordiales et surtout qui nous donne son rayonnement à tous. Mais je veux vraiment parler d'une année de combat et il parle en nous laissant pas mal d'informations, donc surtout de conscientisation pour chacun. Donc quitter ses religions abrahamiques, rester vraiment ancré en votre spiritualité ancestrale, qu'elle soit diverse ou variée dans toute l'Afrique.
Et puis, surtout, il nous laisse aussi un héritage, mais qui est colossal, quoi. Une vidéo de Motunde, on est converti, non? Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. C'est lui qui fait. Il est parti donc en novembre dernier et ça a été vraiment magnifique. En tout cas, son départ, on y était. Ouais, donc voilà. Donc on était tous là-bas et c'était plutôt sympa. Moi, j'en garde un très très bon souvenir. Surtout la conscientisation, il y a de plus en plus de gens qui sont conscients, il y a de plus en plus de gens éveillés, tant mieux. C'est vrai que cette communauté s'enrichit de plus en plus et on va essayer d'éviter les mauvaises ondes. On va garder que des bonnes ondes pour ce prochain élan qui nous attend prochainement et qu'on soit de plus en plus conscient. Merci beaucoup, Aton. Je vais donner la parole maintenant à Shensout. Alors, Aton a démarré le débat en parlant d'Omotunde. Pour toi, Shensout, ça a été quoi l'un des faits, ou plutôt, l'un des faits pour toi qui a été le plus marquant pour 2022 et qu'est-ce que tu en as pensé de cette année? Alors, c'est une année riche en enseignements, mais finalement, on revient sur une pensée que j'appellerais un peu sclérosée, c'est-à-dire que on est à la recherche et je pense qu'il y a pas mal de jeunes chercheurs, j'en vois certains, qui ont pour ambition de tordre les idées reçues, de tordre des lieux communs, d'essayer de créer de nouveaux outils cognitifs pour pouvoir casser la France-Afrique et casser donc tous les biais cognitifs qui empêchent justement à des jeunes générations d'aborder l'Afrique autrement que par la souffrance et la douleur. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a pas mal donc d'éléments qui me permettent de savoir si oui ou non cette année il y a encore la même chose qu'il y a donc quelques années, c'est-à-dire 2019, 2050, 2030, etc. On reprend les mêmes et on recommence, toujours par rapport au chef d'État. Donc ça, on aura l'occasion d'en discuter. Je voudrais ici rejoindre un peu ce que vient de dire Aton, c'est-à-dire la disparition donc de Kalala Omotunde. Kalala Omotunde, donc on s'interroge et encore, bon, on a un peu clos le débat puisque la famille n'a pas voulu en ajouter. Donc, on va estimer que Kalala est partie donc suite à des soucis de santé. Mais voilà, on a l'impression que c'est encore du recommencement. On perd les nôtres de manière un peu étrange. Et au moment où justement on en a le plus besoin, où ils nous apportaient, ils avaient des apports théoriques assez puissants. Et j'ai quand même envie de poser aussi, donc au travers de ce qu'on va dire ce soir, des points positifs. Et on va voir si l'année 2023 nous donne raison ou pas. Voilà. Thibaut, pour toi, qu'est-ce que tu en penses? En un mot déjà de l'année 2022. Et ensuite, pour toi, quel a été ton fait marquant? Et ensuite, je referai un tour de table sur est-ce que vous avez pensé qu'il y a quelque chose de positif à en tirer de cette année? Je laisse la parole déjà, Thibaut. Oui, mais disons que cette année a été vraiment une grande année et aussi une belle année, même s'il y a des événements qui sont, bon, qui nous paraissent un peu surprenants, qui nous surprennent un peu, comme le décès de notre frère professeur Kalala Omotunde. Bon, ça fait partie du combat, même si la famille ne veut pas trop qu'on en parle. Kalala n'appartient plus à sa famille. Ça, il faut qu'on le dise, qu'on le martèle. Il n'appartient plus à sa famille. Il appartient à tout le monde. Il appartient à l'Afrique. Il appartient à l'Amérique. Il appartient à l'Australie. Donc, c'est une universelle. Et donc, s'il décède, il appartient à tout le monde, à un chacun, de savoir pourquoi. C'est même naturel de le savoir pourquoi. Et c'est dommage que la famille ne veuille pas qu'on sache pourquoi. C'est quand même dommage. C'est-à-dire que on nous étreint tellement qu'on arrive à museler nos propres familles. Donc, je pense que la famille doit rester à sa place et Kalala, c'est quelqu'un de public. Donc, à partir du moment qu'il est quelqu'un de public, il faut laisser le public chercher les vraies réponses parce que c'est un combattant et derrière lui, il a fait plusieurs Kalala. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est le Mali. En tout cas, le Mali, cette année, le Mali nous apporte un peu de fierté, un peu d'éclairage sur certains aspects au niveau de l'indépendance, à la fois politique et économique, et aussi au niveau de la médecine, parce qu'ils ont réussi quand même à mettre sur pied le Premier ministre Choguel Maïga, qui a eu un AVC, qui a été soigné par les Maliens. Il n'est pas sorti du Mali pour se soigner, et il est revenu.
Donc, du point de vue de la médecine, ils ont prouvé qu'au niveau de la médecine, ils étaient bons. Deuxièmement, du point de vue des institutions, ils ont aussi prouvé qu'ils étaient organisés et qu'on peut remplacer de façon temporaire un Premier ministre et une fois qu'il est rétabli, il peut venir prendre son poste. Donc, ça montre quand même un peu un niveau de fonctionnement qui est très intéressant à avoir de très près. On a aussi la Centrafrique. La Centrafrique qui nous montre aussi que du point de vue civil, avec des civils, on arrive quand même à être autonome. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire des accords avec la Russie au niveau militaire, sauf au niveau monétaire où, pour l'instant, ils sont en hésitation. Donc, on a quand même ces deux pays qui nous montrent qu'il y a des choses à faire. On a le Burkina Faso qui va un peu en zigzag, on ne sait pas tellement ce qu'il en est, mais ce qu'on peut retenir, c'est que, étant donné qu'il y a des sanctions qui pleuvent sur le Burkina Faso par rapport à la visite qu'ils ont rendue à Assimi Goïta au Mali, on peut, pour l'instant, dire qu'ils ont pris une bonne option nationale, panafricaine, une bonne option de l'autonomie par rapport à l'Afrique. On peut dire ça pour l'instant parce que, à part cette visite, je n'ai pas encore réellement vu d'autres actions concrètes, c'est-à-dire par exemple demander de façon ouverte le départ de tous les militaires du Burkina Faso, de façon ouverte le retrait du franc CFA, parce qu'on peut pas faire une révolution si on est encore dans le CFA, ça marchera pas. C'est un peu, je reviens aussi un peu au Mali, même si oui, merci, attends, même si ils travaillent avec l'or et tout ça, il y a un problème. Je veux dire, il faut qu'ils se retirent, parce qu'on a vu la Côte d'Ivoire, comment ça s'est passé. La France a fermé toutes les banques commerciales, tout a été fermé du jour au lendemain, et puis il n'y avait plus rien. Les gens n'avaient plus rien, donc ils étaient obligés de casser leur propre banque pour pouvoir prendre de l'argent. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête les choses à mi-temps. Il faut qu'on comprenne une fois pour toutes que aujourd'hui, il ne peut plus y avoir de relations, que ce soit diplomatiques, d'échanges, avec des gens qui nous ont neutralisés depuis plus de 600 ans. Donc, une fois que c'est fait, prenons des décisions simples. Ça n'a même pas besoin de courage, parce que dans le temps, on disait des décisions courageuses. Non, c'est même pas au courage, c'est de bon sens. Bon sens, ça fait 600 ans que tu marches avec quelqu'un, ça fait 600 ans qu'il tue toute ta famille, il te prend tes territoires, il empoisonne tout le monde, et tu penses encore qu'il sera de bonne foi, tu vas échanger avec lui. Non, c'est fini. Je pense qu'ils doivent prendre des décisions pour qu'on avance réellement. Et bon, récemment aussi, bon, on pourra en parler un peu plus tard, mais on a quand même une nouvelle qui vient juste de tomber hier, c'est le décès de Pelé. Le décès de Pelé. Ouais, le sport, tout ça, je vais en parler. On va en parler. Du Brésil. Donc, on a pas mal d'événements cette année, et puis Haïti, Haïti avec les difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Ok. Alors, je vais reprendre la parole sur cette année, si je reprends un peu vos propos. Donc, a-t-on été plus dans une année combative? Thibaut, pour lui, c'était plutôt une belle année, bien qu'il y ait eu des faits marquants. Hachem Sout, voilà aussi, était un peu à se poser des questions sur l'évolution de la communauté. Mais voilà, pour vous, qu'est-ce que vous pensez pour 2023? Quels seraient les axes à travailler pour que l'Afrique ne dépende plus, comme a dit Thibaut, de cette France-Afrique? Comment faire pour que le continent puisse se avancer, évoluer? Ou peut-être que je me trompe, peut-être qu'il évolue déjà. Qu'est-ce que vous en pensez pour 2023? Quelles seraient les bonnes résolutions pour la communauté noire et pour l'Afrique? Donc, Hachem Sout, pour toi, quelles seraient les bonnes résolutions pour 2023? Alors, c'est un objectif d'avoir à poser 2023 avec des horizons radieux. Je voudrais juste revenir sur un terme qui me plaît bien, c'est la lutte. C'est-à-dire qu'il y a une constante chez les populations mélanodermes et du continent en particulier, c'est celle d'être constamment en lutte. Et la lutte, elle est fondamentale à l'être humain puisque c'est ce qui nous maintient dans une existence qui, au fil des siècles, est devenue une nécessité anthropologique et qui sera adossée au fil du temps à celle du bonheur. Alors, c'est vrai qu'en cette fin d'année, le 31, on a envie de se faire titiller les émotions agréables.
hein, liées au désir d'éprouver du plaisir, etc. Il y a une chose que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'études afrocentrées sur les humanités classiques qui marquent cet aspect des groupes sociaux du continent, hein, qui est de tendre vers moins de souffrance et plus de bonheur. C'est parce que justement, aujourd'hui, grâce à Cheikh Anta Diop, on sait qu'autrefois, les civilisations du continent étaient vraiment solaires, c'est-à-dire merveilleux. Il y avait donc un apport, donc un peu, regardez, lisez les études donc d'un sociologue, Durkheim, qui parle de l'anomie, hein, c'est-à-dire de l'externe et de l'interne, hein, la société qui ne porte pas effectivement les aspirations d'une population ne peut que tendre vers une souffrance assez mortifère. Donc, lorsque l'on est déconnecté de cet aspect solaire, on se pose des questions. Est-ce que 2023, il y aura de nouveau un élan, justement, parce qu'il y a une génération qui a pour vocation de s'appesantir sur des humanités classiques, des études beaucoup plus afrocentrées, qui nous permettraient effectivement de voir des horizons meilleurs. Je dis oui, oui et encore une fois oui. Malgré qu'il y a encore des combattants qui subissent hein, les âpretés du combat, c'est-à-dire hein, on voit aux États-Unis avec l'inquiétude actuelle le chef de l'association Oruro qui est actuellement très inquiété puisque son procès va avoir lieu en janvier. Il y a donc des décès. Il y a la CEDEAO qui prend donc effectivement fait et cause pour certaines économies. Et j'ai envie de dire qu'il y a des soubresauts qui me portent à faire comprendre qu'on est peut-être sur la bonne voie lorsqu'on voit la Guinée, le Burkina Faso, le Mali, et encore une fois la CEDEAO qui vient pour sanctionner ces pays-là et qui, à un moment donné, va dire on ne peut pas tenir toujours le même discours de la punition. C'est-à-dire que la CEDEAO change de posture face, aujourd'hui, à une population, face à des gouvernements intègres. Et la véritable question aujourd'hui, c'est qu'il y a eu tout dernièrement l'expulsion de la représentante de l'ONU donc au Burkina Faso, Barbara Manzi, hein, italienne d'origine, qui a été expulsée justement par le gouvernement de transition burkinabé. On lui reproche notamment une collusion avec les groupes terroristes, ce qui supposerait qu'aujourd'hui, les populations mélanodermes à des très hauts niveaux, l'élite de ces pays que je viens de citer, sont en capacité d'analyse, de voir qui est qui est masqué, qui ne l'est pas, qui effectivement continue à avoir la pensée à somme nulle. La pensée à somme nulle, hein, vous savez ce que c'est. La pensée à somme nulle, c'est où le gain d'une personne serait la perte d'une autre. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'Occident a toujours considéré qu'elle a à engranger des gains au détriment des populations africaines, en leur faisant comprendre qu'elle n'a rien à gagner à adopter une posture effectivement de conquérant parce qu'elle a toutes les richesses. Okay. Alors, oui, je voulais juste conclure pour aller. Vas-y, je te laisse conclure. Après, je donne la parole. Donc, il y a déjà l'expulsion de cette femme, Barbara donc Manzi, hein, toujours un peu comme je viens de le dire, de cette nouvelle génération qui aujourd'hui ne va pas de manière frontale face à des gouvernants qui n'ont rien à perdre, hein, aucun scrupule ni aucune morale, qui disent négocions. Nous allons négocier parce qu'aujourd'hui, nous avons la capacité d'être adultes. Nous avons la capacité de savoir exactement quels sont les outils qui nous vont bien. Et lorsque le Burkina Faso prend la décision d'expulser cette représentante, c'est qu'aujourd'hui, et ce n'est pas tout, hein, il y a aussi les médias qui ont été personnes non grata, il y a des alliances, hein, lorsque je pense à Afrique Média qui a signé un accord avec Russian TV, donc okay. Il y a une avancée. Il y a une avancée, voilà, je vais continuer tout à l'heure. Merci, je vais donner la parole tout de suite à Thibaut Obou.
Pour toi, quelles seraient les bonnes résolutions pour 2023? Est-ce que tu partages l'avis de HN Sout qui voit une avancée encourageante? Je te laisse mettre le micro. Oui, effectivement, il y a une avancée encourageante au niveau du Burkina. Ce que j'aurais souhaité, c'est qu'il continue sur cette lancée en posant des actes de souveraineté un peu plus fortes que le fait d'expulser la représentante de l'ONU, même si c'est déjà ça. Parce qu'il rappelle que, bon, en Côte d'Ivoire, on a voulu faire ça, mais bon, la personne est quand même restée, malgré les décisions qui ont été prises par le gouvernement de l'époque, 2010. Donc, je pense que c'est déjà bien, mais il faut aller au-delà de ça, chasser pratiquement toutes les troupes qui sont sur le territoire burkinabé qui n'ont rien à y faire, se retirer du franc CFA. Ça, c'est les mesures de souveraineté. Et puis nationaliser pas mal de sociétés, notamment les sociétés minières. Parce que le Burkina Faso est pratiquement le deuxième pays producteur d'or au monde. Hein. Donc, ils ont de quoi créer des sociétés nationales pour faire face à leurs propres besoins d'armement, besoins alimentaires, besoins de sécurité. Et donc, on attend vraiment des décisions plus importantes que ça, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de djihadistes qui tirent sur la population au Burkina Faso. Donc, ils sont pratiquement en guerre. Donc, je pense qu'il va falloir neutraliser tous ces djihadistes. Et pour les neutraliser, il faut beaucoup d'argent. Donc, ils ont de l'or. Et ce or-là, il faut faire en sorte que ça devienne quelque chose de national, mais pas à chaque fois exploité par des sociétés australiennes, notamment Rio Tinto, ou canadiennes. Il faut arrêter ça, parce que ce soit Canada ou Australie, c'est la même chose. Il y a un moment, il va falloir tout ce qui est de l'ordre régalien qui permet à la société, à la nation de vivre, doit revenir à l'État. Donc, ces décisions, on les attend. Deuxièmement, ce qu'on peut attendre maintenant des Africains, dans leur ensemble, hein, que ça sur place là-bas, dans la diaspora, il faut que chacun se dise qu'il a une mission à faire. Et cette mission, c'est de faire en sorte que les Africains vivent et ne soient pas neutralisés. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe. On a l'impression de dormir, mais on neutralise les Africains partout. C'est-à-dire que vous levez un peu les yeux, vous vous rendez compte qu'en Italie, c'est pareil. Vous voyez, en Espagne, c'est la même chose. Mais partout, on neutralise. En Afrique du Sud, récemment, là, il y a des jeunes qui sont partis se baigner dans une piscine. Il y a trois blancs qui veulent mettre la tête sous l'eau. Bon, on a encore, en fin 2022, on a encore ces genres de réactions qu'on avait dans les années 60, quand c'était l'apartheid. Mais c'est exactement la même chose encore aujourd'hui. Donc moi, je pense que chaque Africain, là où il se trouve, doit se mettre à l'idée qu'il est dans un combat, mais qui est un combat de survie qui est réel. Ce n'est pas seulement un combat économique pour s'insérer dans une société, non. C'est un combat réel où on veut le neutraliser. Et c'est un fait que chacun doit se mettre en tête. Donc si chacun se met ça en tête, il n'a qu'une seule action à faire, c'est de faire en sorte qu'il se libère. Et si chacun fait ça, mais ça va remonter au niveau des nations, et les nations vont être fortes, les communautés vont être fortes, et forcément, une organisation va se mettre en place, automatiquement. Donc il faut déjà que cette prise de conscience soit un facteur réel, parce que c'est de la réalité, c'est pas du jeu. C'est les seules personnes qui sont assignées à résidence, qui ne peuvent pas voyager. Si un Africain veut voyager aujourd'hui, il doit passer par la mer. Ça veut dire qu'il doit d'abord opter pour le suicide, parce qu'il part en nage, donc il doit d'abord se tuer pour pouvoir voyager. Et s'il voyage avec un passeport ouvert, mais quand il arrive dans les autres frontières, il reste 1 heure au contrôle. Donc c'est pas une vie. À un moment, il faut décider de vivre. Et pour vivre, il faut se libérer, tout simplement. Ok. Alors je vais donner la parole à Aton. Se libérer, pourquoi pas aussi s'unir, comme je vais juste désactiver le micro, pourquoi pas aussi une union entre les États africains, mais une union solidaire entre les États panafricains. Est-ce que c'est possible ça aussi? Est-ce que tu penses que l'union pourrait faire la force? Comme, tout à fait, ça s'est déjà vu. Hein. Faut pas, en fin de compte, on a peut-être une vision très étriquée du continent d'Afrique. C'est qu'on voit simplement une partie francophone, on voit pas ce qui se passe à l'est de l'Afrique. Il y a déjà une union qui est déjà faite là-bas et qui fonctionne. Je pense que les Noirs, dès qu'ils s'associent ensemble, dès qu'ils se font confiance, dès que le business tourne ensemble,
ça marche. Donc, il suffit juste. Attends, ensuite... essaye de rapprocher un peu plus ton portable. J'ai l'impression que tu entends un peu loin, en fait. Ouais, parce qu'en fin de compte, j'ai des écouteurs. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que ça fonctionne, l'association africaine. Par contre, ici, on a oublié notre histoire. Et c'est cette acculturation, cette aliénation, comme on dit, qui nous met dans ces états-là, quoi. C'est tout simplement parce qu'on ne connaît pas notre histoire. Ce qu'il faudrait peut-être pour nos jeunes, c'est plus d'écoles panafricaines, de plus venir dans ces établissements-là pour qu'ils connaissent leur histoire, leurs valeurs et leurs intérêts, puisque aujourd'hui, dès qu'on n'a pas de valeur avec soi-même, eh ben, comment voulez-vous qu'on valorise quelqu'un d'autre si on ne sait pas se valoriser soi-même? C'est tout à fait logique. Ça commence par 3 faits. Le premier, c'est la religion, donc qui est revenir à ses spiritualités. Le deuxième, c'est s'auto-centrer sur l'économie entre soi. Donc, si on fait une économie ensemble, solidaire, ça va fonctionner parce qu'on arrive à se faire confiance. Et le dernier point, c'est supprimer notre ego. Je pense que l'ego chez le noir, c'est très fort. Et malheureusement, on voit l'état dans lequel on est. Et pour partir d'un point positif, on a les solutions. Donc maintenant, si les gens qui ne veulent pas faire partie de ce combat-là, c'est que c'est eux le problème. Voilà, on a les solutions. Achensout, on va faire un dernier tour de table. Achensout, pour toi, comment t'envisages l'avenir? Et oui, aussi, il y a aussi parce qu'on a parlé beaucoup de faits marquants, mais c'est vrai qu'il y a aussi des faits positifs, notamment positifs et aussi négatifs aussi, je veux dire. Par exemple, là, quand je pense au foot, l'équipe de France, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que beaucoup de personnes issues de la diaspora, de la communauté africaine dans l'équipe. Il y a aussi, comme disait Thibaut, il y a le roi Pelé, là, qui était noir et qui est décédé. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, mais toujours positifs, négatifs. Donc, je te redonne la parole à Achensout. Alors, pour toi, comment t'envisages l'avenir? Alors, bon, c'est vrai, hein, tu as fait référence au sport. Le sport est une activité économique qui engrange énormément d'argent. Hein. Bon, au-delà de la représentativité de cette question qui a été âprement débattue aux États-Unis, en Europe, notamment en France, de la représentation autre du mélanoderme dans certains secteurs d'activité, c'est encore un problème. On parle du foot, ils sont surreprésentés. Bon, ils engrangent de l'argent, tant mieux, mais cet argent ne retourne pas réellement au continent. Ouais, c'est vrai. Comme donc, quoi, tu me parles de Pelé. Il faut une force quand même. Oui, excuse-moi. Bon, tout le monde a une durée, donc on est inscrit dans un espace-temps. Pelé, donc, a été une figure emblématique dans les années 60 jusqu'à 80. Il n'en demeure pas moins que les personnes mélanodermes sont très maltraitées au Brésil. Donc, ils prennent. Alors, moi, je vois dernièrement, là, il n'y a pas très longtemps, une affiche où on voit Omar Sy qui va incarner un tirailleur sénégalais. Ils prennent quelques-uns comme ça qui va incarner des questions plus ou moins ambiguës, qui est maltraité avec énormément de contradictions pour porter plus ou moins l'idée donc du vivre ensemble. Moi, je suis d'accord du vivre ensemble, mais je dirais qu'il faut poser la question de la lutte. Il faut poser la question de la lutte et d'une question centrale qui est celle de l'exploitation par le travail jusqu'à extinction de la population, de certaines populations. On l'a vu avec les Indiens. Ils créent donc des camps de concentration. Ils ont créé des plantations. C'est pas parce qu'ils étaient noirs, c'est parce qu'ils avaient besoin effectivement de leur force de travail. Donc, l'exploitation par le travail, dans tous les sens du terme, des mélanodermes et de leur territoire, sans que l'on révèle, et c'est ça qui est aujourd'hui une contradiction pour pas mal donc d'étudiants, d'intellectuels, etc., ou même de gens, le travailleur, etc., qui est confronté à des questions de racisme, c'est que révèle le déni de la lutte des mélanodermes. C'est-à-dire que l'on dénie la lutte des mélanodermes, on ne leur accroche pas au salariat, on ne leur accroche pas aux luttes ouvrières, on ne leur accroche à rien, on dit qu'ils sont juste exploités parce qu'ils sont noirs. Excusez-moi, il y a du travail qui n'a pas été payé.
on voit aujourd'hui la question donc des footballeurs qui sont surpayés. Et là, on est complètement formidable, on adhère à tout ça. Mais n'oublions pas qu'il y a énormément de travailleurs qui ont travaillé dans les champs de coton, dans les champs de de canne à sucre, etc., jusqu'à mourir, puisque c'était ça l'objectif. Et il y a aussi les travailleurs blancs qui ont subi ça, mais ils se sont transformés en salariat et ils constituent une classe qui aujourd'hui a été portée avec des revendications fortes sans que la révolution a pu aboutir. Mais il y a un déni aujourd'hui de la lutte du travailleur mélanoderme. On ne veut pas le raccrocher, sa lutte. Alors, tu me poses la question et je t'en remercie. Je vais juste te dire que si, effectivement, il y a déni de la lutte, c'est à nous de dire on n'en a rien à faire, effectivement, de la reconnaissance. Parce qu'il y a lutte. Et que la lutte, comme on dit, elle va payer. C'est-à-dire que la lutte pour les travailleurs français qui sont devenus des travailleurs, ils étaient des serfs, ils sont devenus travailleurs salariés, etc. Ils ont fait 1936 dans tous les pays. Vous pouvez effectivement vous documenter. C'est une force. Il y a deux classes, les possédants et les non-possédants. Les non-possédants. Aujourd'hui, les travailleurs européens sont dans la consommation. Là, on va faire, ils ont fêté Noël, ils vont fêter la nouvelle année. Ils ont un pouvoir d'achat qu'ils défendent. D'accord ? Et quand ils regardent effectivement les populations qu'ils dénient en tant que lutte, parce qu'il y a des groupes extrêmes, je dis, il y a un point d'espoir. C'est-à-dire celle où aujourd'hui, comme je viens de le dire, par rapport à des gouvernements burkinabés, maliens, etc., ils pensent des alliances favorables pour acheminer effectivement les intérêts qu'ils ont apportés vers les populations. C'est-à-dire que les luttes prend aujourd'hui la figure de l'expulsion des représentants des pays, des ambassadeurs, le retrait des troupes, l'annulation d'accords de coopération, les partenariats offensifs avec les BRICS, centrés sur le partenariat sud-sud, d'affiner les secteurs qui abordent l'aide du développement autrement. Je voudrais juste, avant de terminer… termine et après je termine vite parce qu'on… Citer qu'au plus haut poste de l'OMC, la directrice générale, Madame Ngozi Okonjo-Iweala, est la 7e personne qui est classée par les grandes publications américaines comme la plus puissante au monde. Elle est nigérienne. D'accord ? Et elle défend effectivement les intérêts des entreprises, du système économique tel qu'il est fondé, et c'est très juridique, de réduire le coût de la vie, de stimuler la croissance économique et l'emploi, d'encourager la bonne gouvernance et surtout d'aider les pays à se développer. Okay. On vient de le dire, Thibault, il y a l'écho. Ils ont la CEDEAO et toutes les outils. On va conclure. Oui, on va conclure. Je vais juste dire. Ouais, juste en un mot. Voilà, il ne suffit pas aujourd'hui d'être représentatif dans le sport, à l'OMC, etc. Il faut fédérer pour que la lutte ait un sens, parce que la lutte a toujours existé. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Thibault et ensuite finir avec Aton. Tout à l'heure, tu parlais de fédérer. On a laissé de côté un peu la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez aussi de la Russie sur certains podcasts, on évoquait ce cas de la Russie parce qu'il y a la guerre, etc. Est-ce que c'est encore d'actualité? Thibault, je te laisse la parole et tu peux aussi rebondir sur l'aspect sportif parce que tu parlais de pied. Oui, c'est ça. Le rôle de la fin, et ensuite, attends. Donc, effectivement, au niveau de la Russie aujourd'hui est un partenaire qui permet quand même aux pays africains de pouvoir se sécuriser, pour avoir les armes nécessaires pour pouvoir aller de l'avant et après s'organiser. Parce que ce qu'il faut se retenir aussi sur la Russie, c'est que pendant longtemps,
toute la Russie a été un pays d'esclavage. C'est-à-dire que les Européens ont mis en esclavage les Slaves, hein, d'où vient le mot esclavage. Donc eux, ils ont ça en mémoire. Et donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas du tout envie qu'on leur prenne encore à la fois leur territoire et à la fois encore leur population. Donc, ce qui fait qu'ils sont ils vont facilement vers les Africains pour pouvoir leur apporter, disons, un échange en termes de sécurité, pour pouvoir avoir un partenaire solide. Donc, je pense que c'est un bon échange, un bon partenariat qu'il faut absolument, parce que en face, on a quand même des gens qui veulent rien entendre. Ils sont prêts ils ont déjà fait. C'est-à-dire que c'est même pas une question de revoir ce qu'ils ont. Ils ont déjà réalisé ce qu'il fallait réaliser. Ils sont prêts à continuer à massacrer, à neutraliser au maximum. Donc, les relations avec la Russie, je pense qu'il faut les approfondir. Il faut encore creuser au maximum jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où les Africains auront toute la latitude sécuritaire à leur niveau, en termes de fabrication, en termes aussi d'autonomie et tout ça. Maintenant, pour le niveau sportif, effectivement, bon, pendant longtemps, on a beaucoup galvaudé le sport sur ce qu'il représente un peu de ludique et tout ça, mais bon, il faut remarquer une chose qui est quand même vraie. Moi, je dis toujours que les Africains sont les premiers habitants partout. Et là, c'est un fait qui est réel. Donc, si on part de ce principe qui sont les premiers habitants partout, il ne faut pas s'étonner de retrouver dans les équipes sportives des Africains. Même si on ne les retrouve pas après dans les autres activités, ça ne doit pas être étonnant. Parce que, disons que à ce niveau-là, ils ont beau restreindre le champ, parce qu'il ne faut pas croire que les gens, on les prend simplement parce qu'ils sont africains. Ils sont pris parce qu'il y a des sélections qui sont faites en amont. C'est les meilleurs. Donc, ils n'ont pas le choix. Vous savez qu'au niveau des entreprises, ils prennent aussi, mais ils font de la politique, donc ils sont un peu restrictifs sur l'image de ceux qui vont rester dans l'entreprise. Mais quand il faut faire des trucs hyper techniques et tout, ils n'ont pas le choix, ils prennent l'Africain qui est là. Hein. Il n'y a que lui qui sait faire. Donc, ils n'ont pas le choix, ils le prennent. Mais il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des Africains un peu partout dans le sport, parce qu'encore une fois, hein, revenons à la géographie, revenons à l'idée première, c'est que les Africains, en fait, on devrait même faire en sorte, quand on sera au pouvoir, de créer un système qui permet à n'importe quel noir d'avoir l'option de prendre n'importe quelle nationalité qu'il désire. Pour une simple raison, c'est que il est propriétaire terrien de tout ça. Donc, qu'on lui donne maintenant une nationalité fictive ou factice, peu importe, c'est juste l'enclos dans lequel il est. Mais en réalité, c'est lui qui est le vrai propriétaire. Donc, on ne doit pas s'en étonner. Maintenant, le savoir, est-ce que l'argent qu'ils engrangent, cet argent repart en Afrique? Disons que c'est techniquement, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'ils sont chez eux, ils sont chez eux en Europe, ils sont chez eux en France. Pourquoi on veut que l'argent parte en Afrique? Non. Il peut, s'il veut, il peut investir en Afrique, faire ce qu'il veut, mais ça ne doit pas être une nécessité, ça ne doit pas être son premier souci. Son premier souci, effectivement, c'est d'être dans la solidarité, de faire en sorte qu'il y ait des bourses qui permettent aux jeunes Africains d'aller dans les grandes écoles, dans les grandes universités, faire en sorte de créer, comme dit Aton, des écoles spécifiquement africaines, parce que nous avons des luttes qui sont vraiment réelles. Donc ces luttes-là, les enfants, dans leur jeune âge, doivent prendre conscience qu'ils sont menacés. Ça, il ne faut pas attendre, parce que souvent on dit, bon, ils sont trop jeunes, il ne faut pas leur en parler. Non, c'est faux. Ils sont jeunes, mais ils sont bien menacés à l'école élémentaire. On va dire, mais ils n'ont pas une belle coupe. Ah non, ce nom n'est pas joli. Mais déjà, l'enfant, il est menacé dès cet âge-là. Et puis, combien d'enfants ne sont pas agressés dans les collèges et dans les lycées du simple fait qu'ils sont noirs et que les parents ferment les yeux pour ne pas trop se faire voir. Donc, nos enfants sont martyrisés dans les écoles un peu partout. Donc, dès maintenant, il faut qu'on en prenne conscience. Donc, je vais juste, pour terminer, montrer quelque chose qu'a fait Kamkama. Il vient de sortir un livre, Kamkama. C'est celui-là. C'est le titre, en fait, c'est Tous les pharaons, sans exception, étaient des noirs. Et alors? Et après? Donc, c'est un livre qui est très, très intéressant.
C'est un livre dans lequel il parle un peu de Cheikh Anta Diop en tant que géostratège, pas simplement en tant que savant, mais en tant que géostratège. Et il essaie de dire à tous ceux qui suivent la voie de Cheikh Anta Diop de ne pas trop rester dans le système de savant. Il faut que les gens descendent à terre, qui s'intéressent à tout le monde, aux enfants, à toute la population, et que tant qu'on ne s'intéressera pas à toute la population, qu'on reste élitiste, c'est-à-dire qu'on reste dans un langage intellectuel, personne ne comprend, mais la lutte, elle est déjà faussée d'avance, puisque pour lutter, il faut être dans un groupe. C'est-à-dire qu'il faut être ensemble, il faut que chacun comprenne qu'on est dans une lutte. Mais si tu parles simplement pour une élite, la lutte, elle est fichue. Donc c'est Kamkama. Voilà le livre qu'il a sorti. Ça vient juste de sortir il y a une semaine. Ouais. Donc je vous conseille de lire. Merci en tout cas d'avoir fait appel, nous avoir montré le livre de Kamkama. Kamkama qui est auteur, comme a dit Thibaut, sur l'Égypte, qui est aussi un descendant de la pensée de Cheikh Anta Diop. Et son objectif, c'est de faire le maximum d'ouvrages pour le peuple et aussi pour les enfants. Donc c'est vraiment très honorable de ta part de nous avoir montré ce livre de Kamkama. Les liens seront en description du livre si vous voulez vous le procurer. En tout cas, non, procurez-les-vous d'urgence, très important. Et donc merci à toi Thibaut. Dernier tour de table, donc c'est pour Aton le dernier mot donc, pour 2023. Je pensais aussi, parce que Thibaut parlait que les Africains sont partout chez eux et qu'au lieu de prendre l'argent et de le faire retourner, pourquoi pas le faire fructifier directement sur place. On a oublié un point, peut-être la politique. Est-ce que vous pensez que… Ben après, je connais aussi ton avis, Aton, sur ça, mais peut-être que les Africains devraient être… parce que je repense à ce politicien là, qui avait été insulté ce politicien noir qui avait fait une polémique là, dans l'Assemblée nationale où on l'avait dit… c'était peut-être pas à lui, mais en fait, on avait dit aux Africains, aux migrants qui rentrent dans leur pays. Il avait été un peu invectivé, il y a eu une polémique avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez de la politique? Peut-être ça peut être une solution pour ceux de la communauté. Voilà, dernier mot pour Aton et moi. Ouais, elle était bien celle-là. Elle était pas mal. Rentre chez toi, rentre dans ton pays, mais on lui a dit. Bon, bah, le pauvre, il n'a pas su quoi dire. Mais c'est triste à dire, mais bon, bah, en fait, je voulais revenir sur les. Comment ça s'appelle les footballeurs? Attends, t'entends pas très bien. Oh, bah, laisse tomber, là, ça va être compliqué. Là, c'est bon. Vas-y, là c'était mieux, là, quand tu parles plus fort, c'est mieux. Ouais, je parle plus fort. Je voudrais juste venir à nos footballeurs qui sont vraiment ridicules. C'est la vision du reste du monde qu'il y a sur l'équipe de France. Ok. Je sais pas si vous savez. Ou surtout nos footballeurs qui se marient tous avec des blanches, mais jamais avec des personnes qui leur ressemblent. Moi, juste, puisque là, on conclut donc le podcast, ouais, juste deux mots. Juste deux mots par rapport à mes deux copanélistes, Thibaut et Aton. Je souscris tout à fait à l'idée donc de transmettre donc aux générations futures donc des outils qui leur permettraient effectivement de décoder donc les contradictions dans lesquelles ils sont plongés. D'accord? Donc comme on le dit et comme vient de le dire Thibaut, redescendez au niveau de la base, redescendez. Arrêtez d'être tout le temps dans les bouquins, de faire des grands débats, etc. Allez dans les foyers pour voir ce que c'est. Moi, j'ai des expériences, je peux voir au niveau des enfants ce que ça veut dire que d'être placé. Le dégât que ça fait au niveau psychologique lorsqu'ils sont dans des familles d'accueil, parce que leurs familles sont complètement déficientes ou n'existent plus parce qu'ils ont traversé la mer Méditerranée. D'accord? Je voudrais juste dire, pour conclure, j'ai une note d'espoir. C'est-à-dire que la théologie de la substitution, si je reprends effectivement ce terme qui a été forgé et qui est opératoire donc dans le milieu théologique, qu'est-ce que la théologie de la substitution? Si l'on prend la manière dont la France parle au nom des États africains, moi, je fais le pendant avec la théologie de la substitution. Qu'est-ce que la théologie de la substitution? Je vous renvoie donc à Wikipédia parce qu'il a fallu que je synthétise, mais ce terme-là, je le connaissais. La théologie de la substitution ou théologie du remplacement est une doctrine chrétienne selon laquelle le christianisme se serait substitué au judaïsme dans le dessein de Dieu. Dans cette optique, le peuple d'Israël, autrefois choisi par Dieu, a cessé d'être son peuple et il est maudit parce qu'il a rejeté le Sauveur, Jésus-Christ. Ça veut dire tout simplement que lorsque quelque chose se substitue, vous ne pouvez plus invoquer Dieu
parce que quelqu'un parle à votre place et intercède auprès de Dieu. N'oublions pas que l'Europe est fondamentalement chrétienne. Aujourd'hui, l'Afrique devient fondamentalement musulmane et qu'il faut effectivement se réapproprier sa parole pleine et entière. 2023 commence dans 2 jours. Ok, merci beaucoup. En tout cas, portez-vous bien. Juste par rapport aux politiques là, à qui on a dit de rentrer chez lui, je pense qu'il faut qu'il ait le courage de dire la vérité aux gens qui sont en face de lui, qu'il dise simplement que lui, il était en France des millénaires avant que le blanc n'arrive, il y a 250 000 ans, et que le blanc n'est qu'un étranger en Europe. Les choses qu'on dit, c'est des trucs qui sont scientifiques. Donc, il faut qu'ils les utilisent. Ils ont des atouts, il faut qu'ils les utilisent. Pourquoi il rentre dans sa chaussette? Il ne doit pas rentrer dans sa chaussette. Il a des éléments scientifiques. Il a qu'à monter ça sur la table. Il a qu'à donner les noms des rois qui étaient là depuis, dans toute l'Europe, en Europe, partout. Il a qu'à parler de Duguay-Clin, qui a fait les frontières de l'Europe, et à qui appartient Saint-Michel, qu'il parle d'Alexandre Dumas. Attends, il a des éléments de Saint-Maurice. Il a tellement d'éléments pour être debout, pour avoir sa colonne vertébrale, grandement pour qu'ils apprennent, parce qu'ils font semblant de ne pas savoir. Une fois qu'il a dit ça, il se libère et à la fois aussi, il sert aussi les députés qui font semblant de ne pas savoir. Il faut maintenant, c'est pas simplement de le dire comme ça dans nos émissions, c'est des faits scientifiques qui sont réels. Il faut les utiliser simplement. Ok, merci en tout cas, merci à vous. Je pense qu'on a bien débattu là pour 2022 et nos bonnes résolutions pour 2023, déjà, c'est de continuer à vous donner le meilleur du contenu sur notre chaîne Goûter Panafricain. On va chercher à faire évoluer cette chaîne, donc à avoir encore plus d'intervenants, à enrichir nos débats d'encore plein de sujets, parce que 2023 va être une superbe année. Donc, vous, les abonnés, pensez à en parler de Goûter Panafricain, à le partager, à commenter, à venir de plus en plus sur notre chaîne. Ça va nous permettre de nous développer et de pouvoir diffuser notre message au maximum. Donc, merci à vous. Pensez surtout à votre santé. Prenez soin de vous. Ça, c'est très, très important. Et vous, toute l'équipe aussi, je suis très heureux de continuer l'émission avec vous. Et on va attaquer 2023 avec les meilleures intentions, avec toujours la motivation et toujours beaucoup de contenu. Donc, vous ici, l'équipe, portez-vous bien, prenez soin de vous, merci, de la famille, de la santé. Et on se retrouve très, très vite pour 2023, c'est dans quelques jours. Merci beaucoup. Salut Thibaut, salut Thomas, bye bye. Merci, salut.